Merci. نتعدل سمية en attendant retenez que مرأة كي يبدا عينها زرقاء فرد الزروقية. هنا ولا غادي؟ هذه جو لو تيان سا ديجا. عابرة للطبقات لا كولور. Mais alors je ne sais pas comment je vais pouvoir répondre de manière exhaustive. Vous m'entendez, oui. De manière exhaustive à tout le monde, c'est impossible et j'ai très peu de temps, donc je vais aller très très vite. D'accord. D'abord, il y a quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est l'emploi du terme blanche ou blanc, que certains ont qualifié de moche, de hideux, etc., et foncièrement raciste. Bon, je voudrais préciser que le terme blanc, ici, a rapport avec le concept blanchité, qui n'est pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un concept qui existe maintenant depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, d'abord dans les Whiteness Studies, qui donc c'est assez institutionnel, vous le voyez, et ensuite qui a été repris par des auteurs relativement différents en France et ailleurs, et il signifie simplement la prise en compte ou l'existence d'une certaine hégémonie, de rapports de domination certains, qui sont le fait d'une certaine élite socio-économique qui, il se trouve, c'est pas un scoop, souvent est blanche. Donc voilà, c'est ça, donc dire la blanchité, et non pas la blanchitude justement. Là, on pourrait taxer peut-être ce terme de tendance communautariste. Non, ce n'est pas la blanchitude sur le modèle de la négritude, justement, c'est la blanchité. Donc c'est très différent. Pardon ? Le coder. Le coder, c'est le blanc. Si vous voulez, mais c'est symbolique. Hein. C'est pas la couleur quoi, en tant que telle. Ensuite, l'idée d'un universalisme qui n'est pas cet universalisme qui ne prend pas en compte la différence, j'ai entendu ça souvent, mais qui est un universalisme qui prend au sérieux justement les particularismes et la diversité. J'ai envie de dire, si c'est ça, c'est bien, mais je me demande comment on peut concilier finalement cette affirmation d'un féminisme universel, qui prend donc en considération la différence, et de l'autre côté, des prises de position telles je suis contre le port du voile, ou le voile est un chiffon. On pourrait donner tout un tas d'autres exemples, mais néanmoins, je m'interroge sur ce hiatus au niveau de la cohérence. Bon, un féminisme qui prend en considération sur ce cas précis la différence, c'est un féminisme qui n'a pas à prendre position pour ou contre le voile. C'est ainsi, du moins, que je l'entends. Ou alors, il faudrait... Et contre l'excision. Oui, j'y viens. Ou alors, il faudrait choisir ces différences. Il y a des différences qui sont plus dignes d'être, comment dirais-je, défendues ou prises au sérieux ou prises en compte que d'autres. Bon, le cas de l'excision, je veux dire, ne l'attendez pas sérieusement de moi que je défende ici l'excision comme une prise en considération de la différence. Bien sûr, ce n'est pas de ça dont il est question ici. Il ne s'agit pas de défendre l'indéfendable sous prétexte qu'on serait un féminisme qui respecte l'ancrage. Il faut être un petit peu sérieux. Et à ce titre, précisément, parce que la question a été posée, comment finalement prendre en compte, c'est ça la question en fait, comment prendre en compte ou au sérieux l'ancrage sans qu'il y ait des velléités de domination, c'est-à-dire comment on peut être sûr que cet ancrage ne véhicule pas des velléités de domination, des velléités surplombantes, hégémoniques. Bon, il y a tout un travail pédagogique à faire, c'est certain, mais ce travail pédagogique doit se faire sur une assise égalitaire. Il ne s'agit pas de venir, d'une part, porter la bonne parole, parce que des gens seraient peut-être ne sauraient pas faire savoir ce qui est bon pour elles, et donc on viendrait le leur dire. Je ne pense pas que ce soit la bonne chose à faire. Mais par exemple, des choses comme le féminisme musulman, que moi-même je récuse pour un certain nombre de raisons normatives, donc sur le plan de la cohérence, je ne vais pas revenir là-dessus, mais par exemple le féminisme musulman a un rôle à jouer ici. On a discuté de l'Arkaïa par l'Azhar, etc. tout à l'heure. Je veux dire, des femmes
Et la dernière, puisqu'elle a été citée, Asma al-Mrabd, la dernière Asma al-Mrabd, comme on dit, le dernier Hegel, a un travail intéressant, c'est-à-dire elle décortique d'une manière intéressante le texte pour montrer évidemment que le problème ne vient pas du texte, à qui on peut finalement faire dire à peu près tout et n'importe quoi, mais des interprétations patriarcales qui ont été greffées socialement et historiquement sur le texte. Bon, ben voilà un moyen de faire un travail pédagogique pour amener les gens à être plus, comment dirais-je, voilà, ou plus exactement pour penser un ancrage qui ne serait pas source de domination. Bon, comme il me reste, j'imagine, peu de temps, mais je vais quand même prendre un peu de temps, au sujet de cette idée qui me tient à cœur du féminisme par vague, les vagues du féminisme, je n'aime pas du tout cette idée de vague à titre personnel, mais elle a même été récusée par un certain nombre de chercheurs depuis une petite vingtaine d'années, blanc ou noir, puisque c'est important de le préciser maintenant, qui lui préfèrent par exemple la métaphore volcanique et l'idée d'éruption. Mais c'est ça le féminisme, ce n'est pas une question de vagues qui se succèdent les unes à la suite des autres. Le féminisme, c'est typiquement un mouvement ou une manière de considérer la domination qui s'attaque à des couches qui sont sédimentées, dans lesquelles il y a des atrocités, des dominations, le patriarcat, tout ce que vous voulez, et qui fait remonter à la surface sous la forme volcanique, sous la forme d'une éruption de ces horreurs-là. Bon. Je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que voilà, il n'y a pas à gommer, il n'y a pas à séparer, pardon, patriarcat et lutte, ou capitalisme plus exactement. Bien sûr que les deux sont liés historiquement, et pour rappel, le libéralisme lui-même est essentiellement patriarcal. Je veux dire, les libéraux sont des misogynes. C'est comment dirais-je, le fil conducteur de la modernité. Je veux dire, voyez Hobbes, voyez Locke, ce ne sont pas des gens qui défendent, qui défendent la femme. Et je dis la modernité parce que les républicains aussi, historiquement, comme courant idéologique, voyez Rousseau par exemple, si vous lisez les Mille, ils sont aussi misogynes. Donc dire on pourrait vouloir faire une scission, qu'elle soit de n'importe quel ordre, idéologique, conceptuelle, etc., à mon avis, non, certainement pas. Et je rappelle, pour preuve aussi, Federici a été cité, mais effectivement il y a tout un courant qu'on appelle le féminisme matérialiste, voilà, qui renvoie à Marx, qui travaille sur cette idée, donc qui travaille à lier de manière organique les questions, disons, proprement féminines, je ne sais pas si on pourrait dire ça, le patriarcat, si vous voulez, et les questions d'ordre économique. À proprement parler. C'est un féminisme qui est très intéressant, et pour nous ici, il est très intéressant parce que je pense notamment à un certain nombre de féministes américaines qui développent cette idée. La théorie du standpoint, donc l'endroit dont l'on parle est fondamental. Je veux dire, si l'on veut être honnête, dans le discours, il faut à chaque fois préciser l'endroit d'où l'on parle. L'endroit d'où l'on parle, il détermine ce qu'on... D'abord, il nous informe, et ensuite, il va déterminer le discours que l'on va commettre, que l'on va proférer, et ensuite, il va limiter la portée de notre discours, et il va limiter donc la réception de notre discours, et il va limiter aussi notre manière à recevoir le discours des autres. C'est ce que je disais quand je disais qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres. Je veux dire, c'est pas une injure, on n'a pas à se rouler par terre en déplorant ce manque comment dirais-je, d'empathie. Ce n'est pas vrai. C'est ainsi. On ne peut pas se mettre à la place des autres. Il faut donc envisager une autre manière d'être ensemble, d'être en commun. Et je veux dire, poser d'une manière honnête le diagnostic sur nos problèmes, c'est déjà une manière d'être ensemble. Quand je parle du fait qu'il n'y a pas à proprement parler de projet fédérateur, Nabil a cité le cas de la CEDA, etc., évidemment, mais je veux dire, par projet fédérateur, ici, il y a entendu quelque chose de très particulier, à savoir un modèle commun d'émancipation. Il n'y a pas de modèle commun
d'émancipation. C'est au niveau substantiel. On ne peut pas se retrouver dans un modèle commun d'émancipation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Une petite précision hyper normative et que je fais en passant, je veux dire, le féminisme décolonial à proprement parler n'est pas vraiment un féminisme intersectionnel. Hein. C'est un féminisme post-intersectionnel, parce qu'il y a le post-intersectionnel, c'est-à-dire des tentatives de repenser, d'amender en effet l'intersectionnalité, et il y a le féminisme décolonial qui est post-intersectionnel, c'est-à-dire qui essaye, qui fait-il en réalité, il essaye de ramener la marge, en effet, il essaye de ramener la frontière. Le féminisme intersectionnel pense le carrefour, le féminisme décolonial pense que c'est bien, c'est déjà une bonne chose, mais c'est insuffisant, car en rendant visible le carrefour, il a invisibilisé la marge ou la frontière. Ça, c'est moins bien en revanche. Donc les deux ne sont pas synonymes. Et donc, par exemple, j'ai souvent entendu le féminisme universaliste est intersectionnel parce qu'il prend en compte les diverses catégories, alors précitées, l'ethnicité, la religion, le sexe, enfin tout ce que vous voulez, la socio-économique, etc. Mais c'est pas vraiment ça, être intersectionnel. C'est reconnaître que la domination se loge à un carrefour, à ce carrefour. C'est pas prendre en compte les diverses réalités comme ça d'une manière séparée. C'est considérer que la domination se situe à ce carrefour, et plus précisément, c'est donc implicitement, explicitement, comme on voudra, suggérer que le fait que la domination se situe à un carrefour donne naissance, entre guillemets, à des profils de dominés qui sont différents. D'où encore, si vous voulez, ça aggrave en quelque sorte l'idée selon laquelle on ne peut pas se mettre à la place des autres. Et j'ai ajouté dans mon propos, mais je pense que je n'ai pas été suffisamment claire, que ce carrefour lui-même n'est pas destiné à être rigide, il est mouvant, à cause justement de l'idée de point de vue, à cause du standpoint, suivant là où vous placez et comment on vous regarde et qui vous regarde aussi. Est-ce que je pense que j'ai encore des points. Voilà, et donc pour terminer sur cette histoire de l'universalisme, quel est le problème de l'universalisme en fait? Le problème essentiel de l'universalisme, c'est de nous raconter un récit. C'est ça, si vous lisez les auteurs décoloniaux, notamment les sémiologues et des gens qui travaillent sur le sens et qui sont donc a priori subtils, sont des gens qui disent que le problème de l'universalisme, c'est le problème de la modernité, c'est d'avoir voulu nous faire croire qu'il y a un unique récit, qui est celui de la modernité, et qui est un récit universel, dans ce sens où on pourrait le plaquer ou l'importer tel quel, et je dis bien tel quel, car c'est ça qui est le problème, sur des réalités géographiques ou symboliques qui sont totalement différentes. Et donc, il y a l'imposture qui est sous-jacente, qui consiste à nous faire croire que ce récit, qui est pourtant particulier, a vocation à être généralisé et universalisé, alors qu'il y a tout un tas d'autres récits qui coexistent au sein de la modernité, mais que ce qu'on appelle la modernité colonialité, c'est-à-dire l'Empire, a invisibilisé pour n'en laisser transparaître qu'un seul. Donc voilà ce que j'ai répondu à. Merci. Voilà. Merci à tous.